Dans un paisible quartier de banlieue, où les rires joyeux des enfants et le rebond d'un ballon de basket formaient une symphonie d'innocence, un seul appel téléphonique, lâche et malveillant, déchire brutalement l'harmonie, révélant l'horreur d'un préjugé profondément ancré. Cet acte ignoble, orchestré par un voisin aigri, déclenche une tempête d'indignation, de trahison, et une justice si fulgurante qu'elle vous laissera tremblant de rage. Plongez dans une histoire qui fera bouillir votre sang, qui vous forcera à remettre en question la moralité humaine et à crier contre l'injustice. Si cette abomination vous révolte, montrez votre colère en aimant cette histoire et en laissant un commentaire avec le mot « justice » pour exiger un changement maintenant. Sous un soleil radieux, les rues bordées d'arbres de Willow Creek, un coin tranquille de banlieue où les voisins échangent des saluts polis mais distants, vibre d'une énergie juvénile et débordante. Un groupe d'enfants, majoritairement noirs, âgés de 10 à 13 ans, s'amusent sur un terrain de basket improvisé à l'orée du parc municipal. Leurs prénoms, Jaden, Marcus, Kyla, Amara et d'autres, résonnent dans l'air comme des éclats de vie. Ils se passent le ballon avec agilité, se taquinent avec des plaisanteries innocentes, courent après des tirs manqués, leurs rires fusant comme un chant de liberté qui emplit l'après-midi. Le ballon rebondit sur l'asphalte usé, un rythme régulier qui se mêle aux cris d'encouragement et aux éclats de joie. Ce sont des enfants pleins d'une vitalité contagieuse, inconscients du regard venimeux qui les épie depuis l'autre côté de la rue, un regard chargé de mépris et de ressentiment. Dans une maison délabrée, dont la peinture s'écaille et le jardin envahi de mauvaises herbes trahi des années de négligence, Harold Grayson est assis sur son porche, les yeux plissés, le visage figé dans une grimace de contrariété. Âgé d'une cinquantaine d'années, Grayson est un homme solitaire, ancré dans ses habitudes, vivant à Willow Creek depuis des décennies sans jamais chercher à tisser des liens avec ses voisins. Il chérit le silence, la monotonie d'une routine qu'il contrôle, un monde où tout reste à sa place. Mais les rires des enfants, leurs cris d'excitation, le bruit incessant du ballon qui heurte le sol, tout cela le hérisse comme une insulte personnelle à son besoin d'ordre. Pour lui, ces enfants ne devraient pas être là. Ils sont trop bruyants, trop vivants, trop différents. Sa mâchoire se crispe, son cœur s'emballe sous l'effet d'une colère qu'il ne cherche même pas à comprendre. Ces gamins, pense-t-il, n'ont rien à faire dans son quartier. Ils perturbent sa paix, ils définissent son autorité implicite sur cet espace qu'il considère comme le sien. Chaque éclat de rire est une provocation, chaque rebond du ballon un affront qu'il ne peut tolérer. À quelques mètres, derrière les rideaux jaunis de sa maison impeccablement entretenue, Martha Jenkins observe la scène avec une curiosité malsaine. Cette voisine, connue pour ses commérages incessants, a les lèvres pincées, son visage marqué par un mélange de dédain et de suspicion. Ses enfants sont toujours là, marmonne-t-elle, son ton chargé de mépris. Dans son esprit, elle tisse déjà une histoire, une fable malveillante où ces gamins deviennent des fauteurs de troubles, des intrus qui n'ont pas leur place dans la respectabilité de Willow Creek. Elle ne connaît ni leur nom, ni leur famille, ni les vies qu'ils mènent. Mais cela ne l'arrête pas. Ses doigts s'agitent sur son téléphone, envoyant des messages à son groupe d'amis, semant des rumeurs toxiques qui se répandront comme un poison. « On dirait une bande de voyous », écrit-elle. « Qui sait ce qu'ils manigancent? Ils ne sont pas d'ici, c'est sûr. » Ces mots, lâches et perfides, sont une trahison de l'innocence, un carburant pour la suspicion qui ne demande qu'à s'enflammer. Grayson, lui, est à bout. Son intolérance, masquée sous un vernis de respectabilité, atteint son paroxysme. Il ne supporte plus le bruit, la joie, la vie qui déborde de ses enfants, qu'il refuse de voir comme des êtres humains. Sans réfléchir, sans une once de remords, il sort son téléphone et compose le numéro de la police. Il y a un groupe d'enfants qui causent du désordre, dit-il d'une voix froide, presque mécanique, comme s'il récitait une plainte répétée 1000 fois. Ils sont bruyants, suspects, je ne sais pas qui ils sont, mais ils perturbent la tranquillité du quartier. Faites quelque chose. Il raccroche, un rictus de satisfaction sur le visage, et retourne à l'intérieur, convaincu que son problème sera réglé, que l'ordre sera restauré. Peu lui importe qui sont ses enfants, les vies qu'ils portent, les rêves qu'ils chérissent. Il ne voit pas leurs visages, leurs sourires, leurs espoirs. Il veut seulement qu'ils disparaissent, que le silence revienne, que son monde reste immuable.
Il ne se doute pas un instant que cet appel, cet acte impulsif et cruel, va déclencher une tempête qui ébranlera tout ce qu'il croyait contrôler. La réponse de la police est fulgurante, presque obscène dans sa rapidité. Les sirènes hurlent, déchirant le calme de l'après-midi, et 2 voitures de patrouille s'arrêtent dans un crissement de pneus près du terrain de basket. Les enfants, en plein milieu d'un échange animé, se figent, leur rire s'éteignant comme une chandelle soufflée par un vent glacial. Les lumières rouges et bleues des gyrophares peignent la rue d'une lueur sinistre, transformant cette scène de joie en un cauchemar éveillé. Les officiers sortent de leur véhicule, leurs visages durs, leurs mains posées sur leur ceinture, prêtes à saisir une arme ou un carnet. L'air devient lourd, oppressant, chargé d'une tension qui glace le sang et fait monter une colère sourde dans le cœur de quiconque assiste à cette scène. « Qu'est-ce que vous faites ici, les gosses ?» aboie l'un des officiers, l'agent Daniels, d'un ton sec et autoritaire, son regard perçant comme une lame. « Vous habitez dans le coin ou quoi? Vous avez des papiers pour prouver ça? » Jaden, un garçon élancé de 12 ans au sourire habituellement lumineux, s'avance, serrant le ballon contre sa poitrine comme un bouclier. « On joue, monsieur. On joue toujours ici. C'est notre terrain. » Sa voix est calme, mais ses yeux trahissent une nervosité croissante, un instinct primal qui lui murmure que quelque chose de terrible est en train de se produire. Il jette un regard à ses amis, cherchant à les rassurer, mais l'angoisse est palpable. « Jouez, hein? » ricane Daniels, son regard balayant le groupe avec un mépris si flagrant qu'il semble presque tangible. « Vous avez la permission d'être sur ce terrain? Ou vous cherchez juste les ennuis? Parce que c'est ce qu'on dirait, une bande de gamins qui traînent là où ils n'ont rien à faire. » Ces mots sont une insulte, une accusation gratuite qui transforme l'innocence en menace. Les enfants échangent des regards perplexes, leurs visages marqués par une confusion grandissante. Ils jouent ici depuis des années, depuis qu'ils savent tenir un ballon, sans jamais le moindre problème. Le terrain est leur refuge, leur espace de liberté, un lieu où ils peuvent être eux-mêmes. Kayla, une fillette de 11 ans pleine d'audace, ses tresses dansantes au rythme de ses gestes, refuse de se taire. « On n'a rien fait de mal », lance-t-elle, sa voix vibrante de défi. « C'est aussi notre quartier. On a le droit d'être ici. » Son courage est admirable, mais il attire un regard noir de Daniels, qui s'approche d'elle, la dominant de toute sa hauteur, son ombre s'étendant comme une menace. « Surveille ton langage, petite, » grogne-t-il, son ton chargé d'une agressivité à peine contenue. « Vous n'avez rien à faire ici si vous vous comportez comme ça. Vous voulez qu'on vous embarque pour apprendre le respect? » La menace, prononcée avec une arrogance glaçante, fait frissonner les enfants. Kayla recule d'un pas, son courage vacillant face à cette autorité brutale, mais ses yeux brillent toujours d'une lueur de défi. La situation dégénère en un éclair, comme une étincelle sur de l'essence. Marcus, un garçon discret de 13 ans, habituellement en retrait, tente de désamorcer la tension. « Monsieur, on voulait juste jouer, on ne fait rien de mal. » dit-il, s'avançant prudemment, les mains levées pour montrer qu'il ne représente aucune menace. Mais Daniels, mal interprétant le geste, ou peut-être cherchant une excuse, le pousse violemment. Marcus trébuche, son corps frêle heurtant le sol avec un bruit sourd qui résonne comme un coup de tonnerre. Le ballon roule au loin, abandonné, tandis que des exclamations de choc s'élèvent de la foule de voisins qui s'est rassemblée, attirée par le vacarme des sirènes. Martha Jenkins, maintenant sur sa pelouse, tient son téléphone, filmant la scène avec une avidité malsaine, mais ses murmures à un voisin « Je vous l'avais dit, ce sont des fauteurs de troubles » ne font qu'attiser les flammes. Ces mots, lâches et perfides, sont une trahison de plus, une insulte à l'innocence de ces enfants qui n'ont rien fait d'autre que jouer. Les enfants sont désormais terrifiés, leurs visages gravés de peur et d'incompréhension. Ils n'ont rien fait de mal, et pourtant, ils sont traités comme des criminels, des intrus dans un monde qui semble refuser leur existence. Jaden aide Marcus à se relever, ses mains tremblantes, son regard oscillant entre la colère et la peur. Kayla retient ses larmes, son courage ébranlé par l'injustice, tandis qu'Amara, une fillette de 10 ans habituellement rieuse, se tient en arrière, ses petits poings serrés, son cœur battant à tout rompre. Le second officier, l'agent Reed, griffonne des notes sur un carnet, son visage impassible, comme si cette scène n'était qu'une formalité administrative. Il ne fait rien pour calmer la situation, rien pour protéger ses enfants.
L'injustice est une blessure ouverte, une plaie béante qui hurle dans l'air, une indignité si profonde qu'elle fait bouillir le sang. Comment peut-on traiter des enfants ainsi? Comment peut-on les humilier, les terroriser, pour le simple crime de jouer, d'exister, de respirer? Mais l'horreur s'intensifie, atteignant des sommets d'indignité. Daniels, avec un sourire narquois qui trahit son mépris, se penche vers Kayla et lâche une phrase qui glace l'assemblée. « Vous ne devriez pas être ici, vous le savez, non? Ce n'est pas votre place. Ce quartier, c'est pas pour vous. » Ces mots, chargés d'un racisme si brut, si éhonté, sont une gifle, un affront insupportable qui fait trembler l'air. Les voisins, jusqu'alors simples spectateurs, murmurent, certains outrés, d'autres mal à l'aise, mais trop peu osent intervenir. Une femme dans la foule, une mère aux yeux brillants de larmes, crie « C'est scandaleux! Ce sont des enfants! Laissez-les tranquilles! » Mais Daniels l'ignore, son arrogance intacte, comme si son uniforme lui conférait le droit divin d'écraser ces jeunes vies, de les réduire à des ombres, à des menaces imaginaires. La foule grossit, attirée par le chaos. Des passants s'arrêtent, des voisins sortent de leur maison, certains choqués, d'autres murmurent des jugements hâtifs alimentés par les rumeurs de Martha. Une adolescente, téléphone à la main, filme la scène, son visage marqué par l'incrédulité. « C'est insensé », murmure-t-elle à son amie, sa voix tremblante. Ils n'ont rien fait. Mais les officiers restent inflexibles, leur présence comme un mur d'acier entre les enfants et leur droit à l'innocence. Daniels continue de poser des questions absurdes, exigeant des preuves que les enfants habitent le quartier, comme s'ils devaient justifier leur existence. Chaque mot qu'il prononce est une nouvelle blessure, chaque regard une nouvelle humiliation. La tension est à son comble, l'air saturé d'une colère contenue, d'une injustice si palpable qu'elle semble prête à exploser. Soudain, un SUV noir s'arrête dans un crissement de pneus, brisant le silence oppressant. Une femme en sort, ses talons claquant sur le bitume avec une détermination féroce, comme le martèlement d'un tambour de guerre. Sarah Grayson, la fille d'Harold, est une travailleuse sociale d'une trentaine d'années, animée par une passion indéfectible pour la justice. Épuisée par une journée à défendre des enfants marginalisés, elle était venue rendre visite à son père, qu'elle tente de contacter depuis des semaines sans succès. Mais en voyant la scène, des officiers menaçants dominant des enfants terrifiés, la maison de son père en arrière-plan, son porche visible comme une accusation muette, son cœur se serre, puis s'enflamme. Elle comprend immédiatement. La trahison est un coup de poignard, une douleur viscérale qui la traverse alors qu'elle réalise que son propre père, l'homme qui l'a élevée, est à l'origine de cette abomination, de cette violence infligée à des enfants innocents. Les yeux de Sarah se posent sur Harold qui est sorti sur son porche, le visage blême, ses mains tremblantes alors qu'il comprend qu'elle est là. Elle sait ce qu'il a fait et la fureur monte en elle, une tempête contenue mais prête à éclater. Elle s'avance vers le terrain, sa présence imposante, comme une force de la nature, coupant à travers la tension comme une lame. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-elle, sa voix tranchante, vibrante d'une colère si pure qu'elle semble faire trembler l'air. Chaque mot est un défi, une accusation, un appel à la justice. Daniel se retourne, pris au dépourvu par cette femme qui dégage une autorité naturelle. « Madame, nous avons reçu un appel pour trouble à l'ordre public, » commence-t-il, mais sa voix manque de conviction face à la tempête qui s'approche. « Trouble ?» interrompt Sarah, ses yeux flamboyants de rage, son ton si cinglant qu'il semble couper l'air. « Ces enfants jouent au basket. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des enfants, bon sang. » Elle s'agenouille près de Marcus, vérifiant s'il va bien, son geste doux contrastant avec la fureur qui émane d'elle comme une aura. Marcus hoche la tête, mais ses yeux sont encore écarquillés, marqués par le choc de la chute, par l'humiliation d'être traité comme un paria. Sarah se redresse, faisant face aux officiers, son corps tendu comme un arc. « Vous partez. Maintenant. C'était une erreur, et vous le savez. » Son ton ne tolère aucune objection, chaque mot chargé d'une autorité morale qui éclipse l'uniforme des officiers. Les officiers échangent des regards mal à l'aise, sentant que l'équilibre du pouvoir bascule. Reed marmonne quelque chose à propos du « respect du protocole »,
Mais l'arrogance de Daniels s'effrite, son assurance vacillant sous le regard incandescent de Sarah. Ils battent en retraite vers leur voiture, les sirènes s'éteignant alors qu'ils s'éloignent, laissant derrière eux un silence lourd, chargé de colère et de questions sans réponse. La foule murmure, certains voisins soulagés, d'autres encore sous l'emprise des rumeurs venimeuses de Martha, qui continuent de circuler comme un poison, déformant la vérité, accusant les victimes au lieu des coupables. Mais Sarah n'en a pas fini. Elle se tourne vers son père, ses talons claquant sur le bitume alors qu'elle s'approche de lui, chaque pas chargé d'une colère contenue, d'une douleur si profonde qu'elle semble palpable. Grayson sent son estomac se nouer, le poids de ses actes s'abattant sur lui comme une avalanche. Il veut parler, se défendre, mais la présence de sa fille, son regard brûlant de déception, le réduit au silence. « C'est toi qui as fait ça », dit Sarah, sa voix basse mais venimeuse, chaque mot comme un coup de poignard. « Tu as appelé la police sur des enfants qui jouaient. Des enfants, papa. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Grayson ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. La honte l'étouffe, un étau qui lui serre la poitrine, lui coupe le souffle. Les yeux de Sarah brûlent de déception, une fille trahie par l'homme qu'elle admirait autrefois, par le père qui lui avait appris à respecter les autres, à défendre la justice. « Tu aurais pu détruire leur vie », siffle-t-elle, sa voix tremblante de rage, chaque mot chargé d'une douleur brute. « Et pourquoi? Parce qu'ils étaient bruyants, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils osaient exister dans ton précieux petit monde ?» L'accusation est un couperet, une vérité nue qu'il ne peut fuir, une vérité qui le force à voir l'horreur de ses propres préjugés. Martha, toujours à l'affût, entend la confrontation depuis sa pelouse et pousse un petit cri théâtral, déjà en train d'envoyer des messages à son groupe, répandant l'histoire comme un feu de forêt. « Harold Grayson a appelé la police sur ses enfants », écrit-elle, son message accompagné d'un emoji choqué, comme si elle n'avait pas elle-même contribué à cette injustice avec ses rumeurs. Ses actions, mesquines et irresponsables, ne font qu'amplifier le chaos, transformant une tragédie en spectacle. Les enfants, regroupés à quelques mètres, observent en silence, leur visage marqué par une méfiance nouvelle, une blessure qui ne cicatrisera pas facilement. Jaden tient toujours le ballon, mais ses épaules sont voûtées, son regard hanté. Kyla, les poings serrés, lutte pour ne pas pleurer, tandis que Marcus, encore secoué par sa chute, fixe le sol, comme s'il cherchait à disparaître. Amara, la plus jeune, murmure quelque chose à Kyla, sa voix tremblante. « Pourquoi ils nous détestent ?» La question, si simple, si déchirante, est un poignard dans le cœur de quiconque l'entend. Leur confiance en ce monde, en leur droit d'exister, est ébranlée, fracturée par un acte de malveillance qu'ils ne comprennent pas. Sarah inspire profondément, sa voix tremblante de fureur contenue, mais aussi d'une détermination inébranlable. « Nous n'en avons pas fini, papa, » dit-elle, ces mots comme une promesse, une menace, un appel à la rédemption. « Tu vas devoir répondre de ça, pas seulement à moi, mais à eux, à ce quartier, à toi-même. » Elle se détourne, retournant vers les enfants pour leur offrir des mots de réconfort, s'agenouillant près d'eux, leur promettant qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont le droit d'être là, que personne ne peut leur enlever cela. Elle leur parle avec une douceur qui contraste avec la tempête qui fait rage en elle, leur offrant un semblant de stabilité dans un monde qui vient de leur montrer son visage le plus laid. Mais pour Grayson, le monde s'effondre. Il reste figé sur son porche, écrasé par les mots de sa fille, par les regards effrayés des enfants, par l'indignité de ce qu'il a déclenché. La honte est une prison, un poids qui l'écrase, lui vole son souffle. Le quartier, autrefois si calme, si prévisible, bourdonne maintenant de murmures outrés, de chuchotements accusateurs, de regards qui le jugent. Il entend des bribes de conversation. Comment a-t-il pu faire ça? Ces pauvres enfants. Et chaque mot est un clou enfoncé plus profondément dans sa conscience. Il sait qu'il est au centre d'une tempête qu'il a lui-même créée, une tempête qui ne fera que grandir. Ce qu'il ignore, c'est que ce n'est que le début, que la justice, rapide et implacable, est déjà en marche, prête à le confronter à ses péchés, à le forcer à regarder en face l'homme qu'il est devenu. Les mots de Sarah résonnent encore dans l'esprit de Harold Grayson alors qu'elle s'éloigne, le laissant seul sur son porche, un homme brisé par la laideur de ses propres actions.
Le quartier, autrefois un havre de routine paisible, est devenu une arène de jugement, où les murmures accusateurs et les regards méprisants s'abattent sur lui comme une pluie acide. Les enfants, secoués mais résilients, reprennent leur jeu, mais l'air est saturé de trahison, de douleur et d'une colère qui gronde comme un orage imminent. Quand une vidéo montrant l'agent Daniels pousser Marcus devient virale, l'indignation de la communauté explose, transformant la honte de Grayson en un brasier public. Mais les vérités les plus dures, celles qui lacèrent l'âme, sont encore à venir, et elles frapperont avec une fureur implacable, exposant les entrailles de ses préjugés au grand jour. Le terrain de basket, juste de l'autre côté de la rue, n'est plus le lieu de joie qu'il était. Les enfants jouent, mais leurs rires sont étouffés, leurs mouvements hésitants, leurs regards furtifs se tournant vers la maison de Grayson comme s'ils craignaient une nouvelle attaque. Jaden, le leader naturel du groupe, veille sur Marcus, qui frotte son coude là où il a heurté le sol. Kayla, d'ordinaire si audacieuse, est plus silencieuse, son éclat habituel terni par les mots venimeux de Daniels. « Ce n'est pas votre place. » Ces paroles, comme une malédiction, s'accrochent à eux, un rappel cruel qu'ils ont été jugés non pas pour leurs actes, mais pour ce qu'ils sont. Amara, la plus jeune, reste près de Kayla, ses petits doigts serrant le bord de son t-shirt, cherchant un réconfort que personne ne peut pleinement lui offrir. Ils sont des enfants, mais ils ne sont pas naïfs. Ils savent que ce qui s'est passé n'était pas un simple malentendu. C'était une attaque contre leur droit d'exister, de jouer, d'être libre. La blessure est profonde, et l'injustice, comme une flamme, brûle dans leur cœur encore tendre. À l'intérieur, Grayson est prisonnier de sa propre maison, les rideaux tirés pour bloquer la lumière du jour et les regards accusateurs des voisins. Mais il ne peut échapper au bruit du ballon qui rebondit, un écho persistant de la joie qu'il a tenté d'étouffer. Il ne peut non plus échapper aux mots de Sarah, qui tournent en boucle dans son esprit. « Tu aurais pu détruire leur vie. » Il tente de se justifier, de se convaincre que son geste était légitime. Ils étaient bruyants. Je voulais juste la paix. Mais l'excuse sonne creux, même à ses propres oreilles. Son esprit repasse en boucle le moment où il a composé le numéro de la police, la facilité avec laquelle il a qualifié ses enfants de « suspects ». Il n'a pas pensé à leur vie, à leur famille, à leurs rêves. Il n'a pas pensé à ce que son appel pouvait déclencher, une arrestation, une blessure, ou pire. Il n'a pas pensé du tout. Et maintenant, la réalité de son acte le rattrape, une vague de honte qui menace de l'engloutir. Dehors, le quartier s'anime d'une fureur croissante. Martha Jenkins, toujours fidèle à son rôle de semeuse de discorde, a partagé sa vidéo de l'incident avec son réseau, accompagnée d'un commentaire biaisé. Ses enfants étaient hors de contrôle. Mais la vérité brute de la vidéo, Daniels poussant violemment Marcus, un garçon de 13 ans, au sol, prend le dessus, échappant à son contrôle. Postée sur les réseaux sociaux par un voisin indigné, la vidéo devient virale en quelques heures, déclenchant une tempête numérique. Les hashtags #DadJustice pour Marcus et #WillowCreekInjustice envahissent les plateformes, accompagnés de commentaires enragés condamnant la police et le voisin raciste à l'origine de l'appel. Le nom de Grayson n'a pas encore été révélé publiquement, mais les murmures se rapprochent, comme des vautours tournant autour d'une proie. Chaque notification, chaque partage, est un coup de marteau contre la façade de respectabilité qu'il a tenté de maintenir. Sarah, pendant ce temps, est au terrain de basket, s'efforçant de réparer ce que son père a brisé. Elle s'agenouille près de Kayla, sa voix douce mais ferme. « Vous n'avez rien fait de mal, dit-elle, ses yeux rencontrant ceux de la fillette. Vous avez le droit d'être ici, de jouer, de rire. Personne ne peut vous enlever ça. » Kayla hoche la tête, mais son regard reste méfiant, marqué par une douleur que Sarah connaît trop bien. En tant que travailleuse sociale, elle a vu ce regard dans les yeux de trop d'enfants, des jeunes rendus étrangers dans leur propre communauté par des préjugés et des abus de pouvoir. Elle jette un coup d'œil à la maison de son père, sa colère bouillonnant comme un volcan. Elle savait qu'il était têtu, ancré dans ses vieilles habitudes, mais cela, cet acte de cruauté gratuite, c'est une trahison de tout ce qu'elle croyait qu'il était, de tout ce qu'il lui avait enseigné sur le respect et la justice. La tension atteint un point de rupture lorsque Malik Turner, le père de Marcus, arrive sur les lieux. Grand, avec une présence calme mais imposante, Malik est mécanicien et vit à Willow Creek depuis 10 ans.
Il a appris l'incident par Marcus, puis a vu la vidéo, qui tourne maintenant en boucle sur son téléphone. Ses poings se serrent alors qu'il s'approche de la maison de Grayson, ses pas lourds, résonnant sur le trottoir. Sarah, sentant l'orage venir, le suit, tentant de jouer les médiatrices. Malik frappe à la porte, un coup sec qui semble ébranler les fondations mêmes de la maison. Quand Grayson ouvre, pâle et tremblant, l'air se charge d'une électricité dangereuse, comme si un éclair était sur le point de frapper. « C'est vous qui avez appelé la police sur mon fils », dit Malik, sa voix grave, contrôlée, mais vibrant d'une fureur contenue. « Il a 13 ans, il jouait au basket, et vous avez décidé qu'il était un criminel ?» Grayson bégait, son visage blanchi par la peur et la honte. « Je n'ai pas voulu. »« Pas voulu quoi ?» coupe Malik, sa voix montant comme une vague. « Vous savez ce que mon fils a vécu il y a 2 ans? Il rentrait de l'école, son sac sur le dos, 11 ans, et un flic l'a arrêté, disant qu'il avait l'air suspect. J'ai dû aller le chercher au poste, en larmes, terrifié, parce que quelqu'un comme vous a décidé qu'il n'avait pas sa place ici. » Sa voix tremble, non pas de faiblesse, mais de la douleur brute d'un père qui a vu son enfant blessé trop de fois. Et maintenant, vous recommencez. Vous l'avez fait tomber. Vous l'avez fait se sentir comme un rien. Comment osez-vous? Grayson vacille, ses jambes menaçant de céder sous le poids des mots de Malik. Il veut s'excuser, expliquer, mais les mots restent coincés dans sa gorge, étouffés par la vérité implacable. Sarah s'interpose, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Malik, je suis tellement désolé. Je m'occupe de ça avec mon père. Il va réparer ça, je vous le promets. » Malik hoche la tête, mais ses yeux ne quittent pas ceux de Grayson, des yeux qui brûlent d'une colère juste, d'une douleur qui demande réparation. « Il a intérêt, » dit-il, avant de se détourner, sa silhouette imposante s'éloignant, un rappel vivant des vies que l'appel de Grayson a mises en danger. La vidéo continue de se propager, attisant la fureur de la communauté. En fin d'après-midi, un petit groupe de voisins se rassemble devant la maison de Grayson, mené par Jamal, un jeune activiste du quartier, passionné et éloquent. Jamal, tenant un mégaphone, s'adresse à la foule grandissante, sa voix vibrant d'indignation. « Nous en avons assez, » crie-t-il. « Assez que nos enfants soient traités comme des menaces, assez que des gens appellent la police pour rien, juste parce qu'ils n'aiment pas la couleur de leur peau. Celui qui a fait cet appel, vous êtes le problème, vous êtes la honte de ce quartier. » La foule scande, leur colère comme une vague déferlante, leurs pancartes brandissant des messages comme « Justice pour Marcus » et « Stop au racisme ». Certains voisins, comme Martha, observent depuis leurs fenêtres, mal à l'aise mais silencieux, tandis que d'autres se joignent au mouvement, leur frustration explosant après des années de silence face aux injustices. À l'intérieur, Grayson est un prisonnier dans sa propre maison. Les cris de la foule pénètrent ses murs, chaque mot un coup de marteau contre sa conscience. Il entr'ouvre les rideaux, voyant les pancartes, les visages furieux, les poings levés. La réalité le frappe de plein fouet. Il n'est pas juste un vieil homme grincheux qui a fait une erreur. Il est l'étincelle qui a allumé un feu de douleur et d'injustice. Un homme dont l'acte a blessé des enfants, trahi sa fille et indigné une communauté entière. La honte est insupportable, mais pire encore est le souvenir du visage de Sarah, déçue, trahie, honteuse de lui. Il ferme les yeux, mais les images persistent. Marcus tombant au sol, Kayla retenant ses larmes, les mots cruels de Daniels, la fureur de Malik. Chaque instant est une accusation, un miroir tendu vers l'homme qu'il est devenu. Sarah revient ce soir-là, son visage marqué par l'épuisement et une résolution inébranlable. Elle trouve Grayson à la table de la cuisine, la tête entre les mains, un homme vaincu par sa propre conscience. « Papa, » dit-elle, sa voix plus douce mais toujours tranchante, « tu dois comprendre ce que tu as fait. Ce n'est pas juste un appel téléphonique. C'est ce que ça représente. Tu as vu des enfants noirs et tu as assumé le pire. Tu les as mis en danger et tu m'as blessé. » Elle marque une pause, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Tu m'as toujours dit de défendre ce qui est juste, de protéger les plus faibles. Mais aujourd'hui, tu as fait l'exact opposé. Tu as choisi la peur, le préjugé, au lieu de l'humanité. Grayson sent sa poitrine se serrer, chaque mot de Sarah comme une lame. Il veut se défendre, dire qu'il n'a pas voulu ça, mais ses paroles sonnent creux face à la vérité. « J'ai eu tort », murmure-t-il enfin,
sa voix rauque, brisée. « Je suis désolé, Sarah. Je n'ai pas pensé. »« C'est exactement le problème, papa, » explose Sarah, ses yeux flamboyants de rage. « Tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé à la vie de ces enfants, à leur famille, à ce que ton appel aurait pu leur coûter. Tu n'as pas pensé à ce qui aurait pu arriver s'ils avaient été arrêtés, blessés ou pire. » Elle se penche vers lui, sa voix tremblante de fureur et de douleur. « Et tu n'as pas pensé à moi, à ce que ça me ferait de savoir que mon propre père, l'homme qui m'a élevé, pouvait faire quelque chose d'aussi cruel, d'aussi injuste. Comment suis-je censé te regarder après ça? » Les larmes montent aux yeux de Grayson, mais Sarah ne cède pas. « Désolé ne suffit pas, » dit-elle, sa voix plus basse mais toujours chargée de défis. « Tu dois affronter ça, papa. Tu dois changer, pas seulement pour ces enfants, mais pour toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, je ne sais pas si je pourrais continuer à croire en toi. » Elle se lève, attrapant ses clés, son regard dur mais blessé. « Je vais voir les familles et des enfants. On reparlera plus tard, mais tu dois trouver un moyen de réparer ça, ou tu perdras plus que tu ne l'imagines. » Quand Sarah part, Grayson reste seul, le silence de la maison plus assourdissant que les cris de la foule. Le match de basket continue dehors, un faible écho de la joie qui l'a perturbé. Le poids de ses actions, la douleur de Malik, la déception de Sarah, la fureur de la communauté, l'écrasent comme une montagne. Il a perdu quelque chose aujourd'hui, quelque chose d'intangible mais vital, et la réalisation qu'il est le méchant de cette histoire est un poignard dans son cœur. Les chants de la foule se sont tus, mais leur écho persiste, un rappel que ses actions ont des conséquences qu'il ne peut fuir. Dehors, la vidéo continue de se propager, chaque vue un cri de justice, chaque commentaire un appel à ce que des hommes comme lui rendent des comptes. Et dans ce silence, Grayson sait que la tempête ne fait que commencer, que la vérité, plus tranchante que n'importe quelle lame, viendra bientôt réclamer son dû. Le silence dans la maison d'Harold Grayson est une prison, un étau qui l'enserre, alors que les échos du match de basket et les murmures indignés de la foule s'estompent dans la nuit tombante. Chaque craquement du plancher, chaque souffle d'air semble amplifier le poids de sa honte, une honte qui le dévore comme un acide. Dehors, Willow Creek n'est plus le havre de tranquillité qu'il chérissait, mais un tribunal à ciel ouvert où son nom, désormais révélé, est devenu synonyme de trahison et de lâcheté. La vidéo virale de l'agent Daniels poussant Marcus à enflammer la communauté, et avec elle une vague de rage qui menace de tout emporter. Mais ce n'est que le prélude. Alors que des secrets enfouis refont surface et que la colère des habitants atteint son paroxysme, Grayson doit affronter non seulement la fureur collective, mais aussi l'horreur de ses propres vérités, des vérités si laides qu'elles risquent de le détruire. Si cette injustice vous met hors de vous, montrez votre révolte en aimant cette histoire et en laissant un commentaire avec le mot « justice » pour hurler que cela doit cesser. La nuit est tombée sur Willow Creek, mais le quartier est loin d'être endormi. Des lumières clignotent dans les maisons, des téléphones vibrent avec des notifications et les réseaux sociaux bourdonnent d'une indignation qui ne faiblit pas. Le hashtag #Justice pour Marcus domine les tendances, accompagné de messages enragés, de récits de discrimination similaires et d'appels à des sanctions sévères contre l'agent Daniels et l'homme qui a osé appeler la police sur des enfants. Le nom de Grayson, divulgué par un voisin anonyme, circule comme une malédiction. Chaque mention un coup de poignard dans ce qui reste de sa dignité. Les commentaires en ligne sont impitoyables. Harold Grayson, comment dormez-vous la nuit? Vous avez mis des enfants en danger pour votre petit confort. Honte à vous, raciste. Chaque mot est une condamnation, un miroir impitoyable reflétant l'ampleur de son acte. Sur le terrain de basket, désormais éclairé par des lampadaires vacillants, les enfants ne jouent plus. Ils sont rentrés chez eux, leurs cœurs lourds, leurs esprits hantés par l'injustice qu'ils ont subie. Marcus, assis sur le canapé de son salon, fixe le sol, le bleu sur son coude, un rappel douloureux de sa chute. Malik, son père, est à ses côtés, luttant pour trouver les mots qui apaiseront la blessure de son fils. « Tu n'as rien fait de mal, Marcus, » dit-il, sa voix grave mais tremblante. « Ce qui s'est passé, c'est leur faute, pas la tienne. »
Mais Marcus, les yeux brillants de larmes qu'il refuse de laisser couler, murmure. Pourquoi il nous déteste, papa? Pourquoi c'est toujours nous? La question, si simple, si déchirante, est un cri dans l'âme de Malik, une douleur qu'aucun parent ne devrait avoir à affronter. Il serre son fils contre lui, mais la rage dans son cœur brûle plus fort que jamais. Une rage contre Grayson, contre Daniels, contre un monde qui force son enfant à grandir dans la peur. À quelques rues de là, Kyla est dans sa chambre, ses tresses défaites, son journal ouvert devant elle. Elle griffonne furieusement, les mots jaillissant comme un torrent. Je voulais juste jouer. Pourquoi il nous traite comme si on était des criminels? Ce flic, il m'a regardé comme si j'étais rien. Et cet homme, Grayson, il a tout commencé. Je le hais. Ses larmes tachent le papier, mais elle continue d'écrire, chaque mot une révolte contre l'humiliation, une promesse silencieuse de ne jamais oublier. Sa mère, Aïcha, frappe doucement à la porte, son visage marqué par l'inquiétude et la colère. « Kyla, ma chérie, tu veux parler ?» demande-t-elle. Kyla secoue la tête, mais sa mère s'assied près d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ce qu'ils ont fait, c'est mal, » dit Aïcha, sa voix ferme. « Mais tu es forte, Kyla, plus forte qu'eux. On va se battre pour que ça ne se reproduise plus. » On se coétille. Ces mots, bien que réconfortants, ne peuvent effacer la blessure. Kyla sait que demain, elle devra retourner à l'école, affronter les regards curieux, les questions, peut-être même les moqueries. Et cette pensée ravive sa colère, une flamme qui refuse de s'éteindre. Pendant ce temps, Sarah est chez Malik, rencontrant les familles des enfants pour organiser une réponse collective. La pièce est remplie de parents, de voisins et de quelques adolescents qui ont filmé l'incident. L'atmosphère est électrique, saturée d'une indignation qui fait vibrer l'air. Jamal, l'activiste passionné, prend la parole, sa voix résonnant comme un appel aux armes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas juste un incident isolé, déclare-t-il, ses yeux brillants de fureur. C'est un symptôme d'un mal plus profond, un mal qui dit que nos enfants n'ont pas le droit d'exister, de jouer, d'être libres. Harold Grayson a allumé la mèche, mais il n'est pas le seul. Combien de fois avons-nous vu ça? Combien de fois nos enfants ont-ils été ciblés, humiliés, pour rien? La foule acquiesce, des murmures de colère se transformant en cris d'approbation. Nous exigeons des comptes, poursuit Jamal. Pas seulement de Grayson, mais de la police, de ce système qui permet à des hommes comme Daniels de terroriser nos enfants. Aïcha, la mère de Kyla, se lève, sa voix tremblante mais puissante. « Ma fille a 11 ans. » dit-elle, ses yeux balayant la pièce. Elle devrait être en train de rire, de jouer, de rêver, mais aujourd'hui, elle a appris qu'il y a des gens qui la haïssent juste pour ce qu'elle est, et je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter qu'un homme comme Grayson puisse appeler la police sur nos enfants sans conséquence. Sa voix se brise, mais elle continue, portée par une rage maternelle. Nous devons agir. Nous devons montrer à nos enfants qu'ils ne sont pas seuls, que nous nous battrons pour eux. Les applaudissements éclatent, un rugissement de solidarité, mais aussi un cri de guerre. Sarah, assise à côté, sent sa propre colère bouillir, mêlée de honte pour les actions de son père. Elle prend la parole, sa voix claire malgré l'émotion. « Je m'engage à ce que justice soit faite, » dit-elle. « Mon père a fait une erreur grave, et je ne l'excuse pas. Mais nous devons aussi tenir la police responsable. Daniels n'avait aucun droit de traiter ses enfants ainsi. » La réunion se prolonge tard dans la nuit, les plans se précisant. Une manifestation devant la mairie, une pétition pour suspendre Daniels, une plainte officielle contre le département de police. Mais au-delà des actions concrètes, c'est la colère collective qui unit la pièce. Une colère si pure, si juste, qu'elle semble capable de déplacer des montagnes. Chaque parent, chaque voisin, chaque enfant touché par cet incident porte cette rage comme une armure, un bouclier contre l'injustice. Et pourtant, au cœur de cette fureur, il y a aussi une douleur, une blessure ouverte qui saigne pour chaque enfant qui a dû apprendre, trop tôt, que le monde peut être cruel. De son côté, Grayson est un homme brisé, recroquevillé dans son salon, les lumières éteintes pour éviter d'attirer l'attention. Mais il ne peut échapper à la réalité.
Son téléphone, qu'il a mis en mode silencieux, clignote avec des notifications incessantes, des messages de voisins, d'anciens collègues, même de membres éloignés de sa famille, tous horrifiés par ce qu'il a fait. Un message de son frère, qu'il n'a pas vu depuis des années, est particulièrement cinglant. « Harold, comment as-tu pu? Tu as humilié ta fille, blessé des enfants. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. » Chaque mot est une lame, mais Grayson ne peut détourner les yeux. Il ouvre son ordinateur, poussé par une impulsion masochiste, et tombe sur un article local intitulé « Scandale à Willow Creek ». Un voisin appelle la police sur des enfants jouant au basket. Son nom est là, en toutes lettres, accompagné d'une photo floue de sa maison. L'article détaille l'incident, cite des voisins outrés et mentionne la vidéo virale. Les commentaires en dessous sont un déluge de colère. Cet homme est une honte. Il faut le chasser du quartier. Ses enfants méritent des excuses publiques. Grayson referme l'ordinateur, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Il veut disparaître, fuir, prétendre que tout cela n'est qu'un cauchemar. Mais il ne peut pas quand il entend, par la fenêtre entr'ouverte, le bruit d'une voiture qui ralentit devant sa maison. Des voix s'élèvent, jeunes et enragées, suivies d'un bruit sourd, une pierre heurtant sa boîte aux lettres. Il se précipite à la fenêtre, le cœur serré, et voit 3 adolescents s'éloigner en courant, leurs silhouettes disparaissant dans l'obscurité. Sur sa pelouse, quelqu'un a tagué, en peinture rouge, les mots « raciste » et « honte ». La vue de ces mots, criards sous la lumière des lampadaires, est un coup de massue. Il vacille, s'appuyant au mur pour ne pas s'effondrer. Ce n'est pas juste la colère des autres qui le détruit, c'est la réalisation qu'il ne peut nier la vérité qu'il proclame. Il a agi par préjugé, par peur, par une intolérance qu'il n'a jamais voulu reconnaître, et maintenant, le monde entier le voit pour ce qu'il est. Le lendemain matin, la tension atteint un nouveau sommet. Une manifestation est organisée devant la mairie, attirant des centaines de personnes, des habitants de Willow Creek, des activistes d'autres quartiers, même des journalistes locaux. Jamal est à l'avant, mégaphone en main, sa voix résonnant comme un clairon. « Nous sommes ici pour dire assez », crie-t-il, la foule rugissante en réponse. « Assez des préjugés qui empoisonnent nos quartiers, assez des abus de pouvoir qui terrorisent nos enfants. Nous voulons la suspension de l'agent Daniels. Nous voulons des excuses publiques d'Harold Grayson. Et nous voulons un changement maintenant. » Les pancartes s'élèvent, portant des messages comme « Nos enfants ne sont pas des menaces » et « Justice pour Marcus, Kayla, Amara ». Les parents des enfants, Malik et Aïcha en tête, marchent côte à côte, leurs visages marqués par la détermination, leurs poings serrés par une colère qui ne s'apaise pas. Sarah est là aussi, non pas en tant que fille de Grayson, mais en tant que défenseur de la justice. Elle parle à la foule, sa voix tremblante mais puissante. « Ce qui s'est passé à Willow Creek n'est pas juste un incident isolé, dit-elle. C'est le résultat d'un système qui permet aux préjugés de prospérer, qui donne du pouvoir à ceux qui abusent de leur autorité. Mon père a fait une erreur terrible, et je ne l'excuse pas. Mais nous devons aussi regarder au-delà de lui, vers ceux qui ont aggravé cette injustice, l'agent Daniels, le département de police et tous ceux qui restent silencieux face à l'injustice. » Ces mots, empreints de douleur personnelle et de fureur collective, résonnent profondément, et la foule l'acclame, un cri de solidarité qui ébranle les murs de la mairie. Mais l'absence de Grayson à la manifestation ne passe pas inaperçue. Certains dans la foule murmurent, leur colère alimentée par son silence. « Où est-il » demande une femme, sa voix pleine de mépris. « Il n'a même pas le courage de faire face à ce qu'il a fait. » D'autres, plus enragés, proposent de retourner devant sa maison, de l'obliger à sortir, à s'expliquer. Jamal, sentant la foule devenir incontrôlable, lève les mains pour les calmer. « Nous voulons la justice, pas la vengeance » crie-t-il. « Grayson doit répondre de ses actes, mais nous ne tomberons pas à son niveau. Nous sommes meilleurs que ça. » Ces mots apaisent un certain, mais d'autres restent agités, leur rage comme un feu qui refuse de s'éteindre. Grayson, lui, est chez lui, incapable de bouger, de penser, de respirer. Il a vu les images de la manifestation sur les informations locales, les visages en colère, les pancartes accusatrices. Chaque mot prononcé contre lui est une nouvelle blessure, mais ce sont les images des enfants, Marcus, Kayla, Amara, qui le hantent le plus. Il revoit leurs regards terrifiés, leurs voix brisées,
Et pour la première fois, ils commencent à comprendre l'ampleur du mal qu'il a causé. Pas seulement à eux, mais à leur famille, à Sarah, à toute une communauté. Il se lève, chancelant, et ouvre un vieux album photo, ses doigts tremblants feuilletant les pages jusqu'à une photo de Sarah, enfant, souriant sur un terrain de basket. Il se souvient de ses rires, de sa joie, et la comparaison avec les enfants qu'il a trahis est insupportable. Une larme coule sur sa joue, mais il n'a pas le droit de pleurer, pas quand il est l'architecte de cette douleur. Soudain, un bruit le tire de ses pensées, un coup violent à sa porte. Il sursaute, son cœur s'emballant. Dehors, une voix familière, mais chargée d'une colère nouvelle, s'élève. « Harold, ouvre cette porte !» C'est Tom, un voisin de longue date, un homme qu'il considérait comme un ami. Grayson hésite, mais un autre coup, plus fort, le pousse à ouvrir. Tom se tient là, son visage rouge de colère, ses yeux brûlants d'une indignation qu'il ne peut contenir. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» aboie-t-il. « Ces gamins, ce sont mes voisins, mes amis. Marcus, il m'a aidé à réparer mon vélo l'été dernier. Et tu as appelé la police sur lui. Pourquoi, Harold? Parce qu'il jouait? Parce qu'il est noir? » Tom secoue la tête, dégoûté. « J'ai défendu tes petites manies pendant des années, tes plaintes sur le bruit, sur le changement du quartier. Mais ça, je ne peux pas le défendre. Tu es une honte. » Grayson tente de répondre, mais Tom ne lui en laisse pas le temps. « Non, tu n'as pas le droit de parler, » crie-t-il. « Tu vas écouter pour une fois. Tu vas écouter ce que tu as fait à ces enfants, à leur famille, à ce quartier. Et tu vas trouver un moyen de réparer ça, ou je te jure, Harold, tu ne seras plus le bienvenu ici. » Et c'est ça. Tom tourne les talons, laissant Grayson figé, la porte ouverte, l'air froid de la nuit s'infiltrant comme un jugement. Les mots de Tom, comme ceux de Sarah, de Malik, de la foule, s'accumulent, un poids écrasant qui menace de l'anéantir. Mais la tempête n'est pas finie. Tard dans la nuit, un appel téléphonique secoue Grayson. C'est un journaliste d'une chaîne locale, qui a obtenu son numéro par un voisin. « Monsieur Grayson, nous préparons un reportage sur l'incident de Willow Creek », dit la voix, professionnelle mais incisive. « Voulez-vous commenter votre décision d'appeler la police sur ces enfants ?» Grayson raccroche, son souffle court, mais le téléphone sonne à nouveau, puis encore, jusqu'à ce qu'il l'éteigne. Il sait que le lendemain, son nom sera dans toutes les bouches, son visage peut être à la télévision, son acte disséqué par des inconnus. Il n'y a plus de fuite possible. La vérité, brutale et impitoyable, l'a rattrapé, et elle ne le lâchera pas. Alors que la nuit s'étire, Grayson reste éveillé, hanté par une question qu'il n'ose pas affronter. Qui est-il vraiment? L'homme qu'il croyait être, un père aimant, un voisin respectable, s'est effondré, remplacé par une réalité plus sombre, celle d'un homme qui a laissé ses peurs et ses préjugés dicter ses actions. La colère de la communauté, la douleur des enfants, la déception de Sarah, tout cela, c'est le reflet de ses propres échecs, de son refus d'examiner les ombres dans son cœur. Et maintenant, alors que Willow Creek brûle d'une rage juste, il sait que la prochaine étape de cette tempête sera encore plus dévastatrice. La justice, qu'il a si facilement ignorée, est en marche, et elle exigera un prix qu'il n'est pas sûr de pouvoir payer. L'histoire bouleversante de Willow Creek, où un simple appel téléphonique d'Harold Grayson a déclenché une tempête d'injustice contre des enfants innocents, résonne comme un cri d'alarme dans nos cœurs. Ce récit, chargé de colère et de douleur, met en lumière une vérité brutale. Les préjugés, qu'ils soient conscients ou non, peuvent causer des blessures profondes, briser des vies et fracturer des communautés. En France, où l'égalité et la fraternité sont des piliers de notre identité, cette histoire nous interpelle avec force. Elle nous rappelle que la vigilance face à nos propres jugements est un devoir moral, un acte de responsabilité envers ceux qui nous entourent. Chaque regard méfiant, chaque mot prononcé sans réfléchir peut devenir une arme, surtout lorsqu'il vise les plus vulnérables, comme ces enfants jouant au basket, dont le seul crime était d'exister avec joie. La rage qui émane de cette injustice, celle des enfants humiliés, des parents trahis, de Sarah confrontant son père, est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous pousse à questionner nos actions quotidiennes. Avons-nous déjà jugé quelqu'un trop vite? Avons-nous fermé les yeux sur une injustice par confort? En France, où la diversité est une richesse, nous devons cultiver l'empathie et l'écoute, des valeurs chères à notre culture.
L'histoire de Grayson nous enseigne qu'un moment d'intolérance peut avoir des conséquences dévastatrices, mais elle nous montre aussi le pouvoir de la communauté, de la solidarité et de la vérité pour exiger réparation. Jamal, Malik, Aïcha et Sarah incarnent cette force collective, un rappel que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une lutte de chaque instant. Dans nos vies, nous pouvons tirer une leçon essentielle. L'introspection est la première étape vers le changement. Comme Grayson, nous devons avoir le courage d'examiner nos préjugés, de reconnaître nos erreurs et de chercher à réparer le mal causé. Cela peut commencer par des gestes simples. Écouter les histoires des autres, défendre ceux qui sont injustement ciblés ou éduquer nos proches sur l'impact des stéréotypes. En France, où le débat public valorise la réflexion et l'engagement, nous avons la responsabilité d'agir, de construire des ponts plutôt que des murs, et de protéger l'innocence et la dignité de chacun, surtout des enfants. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait bouillir de rage contre l'injustice, alors agissez. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour amplifier ce message et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette lutte pour la justice. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre cri collectif et exiger un monde où aucun enfant ne sera jamais humilié pour avoir joué, ri ou simplement existé. Ensemble, faisons entendre nos voix. L'histoire bouleversante de Willow Creek, où un simple appel téléphonique de Harold Grayson a déclenché une tempête d'injustice contre des enfants innocents, résonne comme un cri d'alarme dans nos cœurs. Ce récit, chargé de colère et de douleur, met en lumière une vérité brutale. Les préjugés, qu'ils soient conscients ou non, peuvent causer des blessures profondes, briser des vies et fracturer des communautés. En France, où l'égalité et la fraternité sont des piliers de notre identité, cette histoire nous interpelle avec force. Elle nous rappelle que la vigilance face à nos propres jugements est un devoir moral, un acte de responsabilité envers ceux qui nous entourent. Chaque regard méfiant, chaque mot prononcé sans réfléchir, peut devenir une arme, surtout lorsqu'il vise les plus vulnérables, comme ces enfants jouant au basket, dont le seul crime était d'exister avec joie. La rage qui émane de cette injustice, celle des enfants humiliés, des parents trahis, de Sarah confrontant son père, est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous pousse à questionner nos actions quotidiennes. Avons-nous déjà jugé quelqu'un trop vite? Avons-nous fermé les yeux sur une injustice par confort? En France, où la diversité est une richesse, nous devons cultiver l'empathie et l'écoute, des valeurs chères à notre culture. L'histoire de Grayson nous enseigne qu'un moment d'intolérance peut avoir des conséquences dévastatrices, mais elle nous montre aussi le pouvoir de la communauté, de la solidarité et de la vérité pour exiger réparation. Jamal, Malik, Aïcha et Sarah incarnent cette force collective, un rappel que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une lutte de chaque instant. Dans nos vies, nous pouvons tirer une leçon essentielle. L'introspection est la première étape vers le changement. Comme Grayson, nous devons avoir le courage d'examiner nos préjugés, de reconnaître nos erreurs et de chercher à réparer le mal causé. Cela peut commencer par des gestes simples, écouter les histoires des autres, défendre ceux qui sont injustement ciblés ou éduquer nos proches sur l'impact des stéréotypes. En France, où le débat public valorise la réflexion et l'engagement, nous avons la responsabilité d'agir, de construire des ponts plutôt que des murs, et de protéger l'innocence et la dignité de chacun, surtout des enfants. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait bouillir de rage contre l'injustice, alors agissez. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour amplifier ce message, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette lutte pour la justice. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre cri collectif et exiger un monde où aucun enfant ne sera jamais humilié pour avoir joué, ri ou simplement existé. Ensemble, faisons entendre nos voix.